va attendre d'être très mal et d'avoir un symptôme pour se dire je vais consulter. La vie, ça reste un jeu de probabilité. Je peux tomber malade. Et c'est pas grave parce que le fait d'être en bonne santé, peut-être que si je tombe malade, si j'ai un cancer, si j'ai quelque chose, j'ai plus de chances de me ressaisir et d'aller mieux que la personne qui ne s'est pas occupée de soi. On sait très bien que 40% des cancers, c'est la première cause de mortalité. Ça vient de notre mode de vie et 20% de l'alimentation. Le fait de faire de l'activité physique, c'est pas bon pour la santé. Comme ne pas fumer, c'est pas bon pour la santé. C'est que fumer est mauvais pour la santé. L'activité physique, quand on n'en fait pas, c'est mauvais pour la santé. On vit dans un monde où on a beaucoup de body positive. Le fait de montrer qu'on est bien en surpoids. En tant que soignant, ça me met un peu en difficulté. Donc il faut en parler. Si on n'en parle pas, moi c'est non-assistance à personne en danger. Salut Jérôme. Salut Max. Comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, écoute, sous ce petit soleil parisien. Sous ce petit soleil d'été. Très content de venir ici dans tes studios. C'est un plaisir de t'avoir. On a beaucoup entendu parler de toi avec Raph, ton collègue. Est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement auprès de la communauté du Polyphénol Podcast ? Écoute, je suis GG, je suis kiné et nutritionniste. J'ai un diplôme universitaire en nutrition et j'ai un diplôme aussi en statistique médicale. C'est juste c'est pas de la frime, c'est juste pour dire que j'arrive à lire un petit peu les articles scientifiques. C'est un an de travail, ce diplôme, mais je me suis bien éclaté. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été passionné par le corps humain. Quand j'étais jeune, j'étais en stage de 3e et j'ai fait un stage chez un kiné et je mobilisais un genou dans une piscine et je me suis dit, mais il y a un métier où tu peux mobiliser un genou dans une piscine et être payé. Je me suis dit, mais c'est formidable. En plus, j'aimais le corps humain, j'aimais l'anatomie, donc je suis parti sur les études de kiné. Et puis, à la suite, j'ai vu que en fait, la kiné avait beaucoup d'avantages, notamment sur la compréhension de la biomécanique humaine, mais il y avait quelques limites, notamment sur la compréhension plus générale du corps humain, notamment la nutrition, l'alimentation, comment faire pour rester en bonne santé, comment essayer de ne pas tomber malade. Et donc, c'est pour ça que je me suis formé en nutrition dans un second temps. Et puis, on a créé avec Raph, qui est kiné ostéo et mon associé, une chaîne dans l'objectif d'améliorer la santé des plus de 50 ans. GG et Raph, on n'est pas allé chercher très loin sur le prénom et le nom. C'est très, très, très simple, très facile à rechercher, quoi. Ouais, exactement. 15 ans d'études pour trouver ce nom-là. On ne s'est pas trop foulé. Et puis ensuite, on est parti sur ce projet-là dans l'objectif, tout simplement, d'améliorer la santé des plus de 50 ans. Et puis, on s'amuse bien, on reçoit beaucoup d'experts qui nous parlent de plein de sujets. Et j'espère pouvoir apporter autant de valeur sur ton podcast grâce à mes connaissances et aussi à la synthèse un petit peu de tous ces experts qu'on a reçus. Trop bien. Et donc, du coup, toi, ton passage, c'est ultra... je trouve que c'est intéressant de voir ton passage qui est je suis parti de kiné à nutritionniste. Parce que j'imagine que tu as remarqué qu'il y avait un espèce de pattern sur le fait d'être en bonne santé. Ça passait aussi par la nutrition ? Mais exactement, on sait très bien que par exemple, quand tu as un patient qui vient me voir pour une consultation d'ostéo-arthrose, tu as un genou qui a plein d'arthrose, moi je vais le traiter de manière très précise au niveau du genou. Mais par contre, on sait très bien par exemple que le surpoids va créer une inflammation de bas grade au niveau du corps qui va générer beaucoup plus d'arthrose dans le corps. Et les personnes, par exemple, en surpoids ou en situation d'obésité, ont plus d'arthrose au niveau des genoux, mais aussi au niveau des poignets. Et donc, au niveau des poignets. Au niveau des poignets. Pourtant, c'est pas une articulation qui porte. Ouais, c'est pas l'endroit où tu te dis forcément ça a du sens. Exactement. Parce qu'en fait, on se rend compte que le corps humain, c'est quelque chose qui ne marche pas forcément qu'en mécanique. Moi, j'ai un côté très mécanique du corps humain. Et le corps, il marche aussi de façon biologique. C'est-à-dire que des conséquences que l'on va amener sur notre corps va avoir des répercussions, et notamment sur l'arthrose. Et l'arthrose, le fait de, tout simplement dans les années 2000, de repérer que les personnes en situation d'obésité, de surpoids, ont plus d'arthrose au niveau des mains, on s'est orienté sur le fait que, en fait, l'arthrose, par exemple, ce n'est pas qu'une pathologie d'usure. Ce n'est pas une pathologie d'usure. Ce n'est pas qu'une pathologie d'usure. Ce n'est pas une pathologie d'usure. C'est une pathologie beaucoup plus complexe. Et donc, avec tous ces constats-là, on a remarqué que simplement le mouvement ne suffisait pas forcément. Il faut vraiment quelque chose d'un peu plus systémique qui permet de mieux comprendre le corps. Et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de changer et d'avoir une vision beaucoup plus généraliste de la prévention de santé. Et aujourd'hui, maintenant, tu accompagnes les gens en leur disant, OK, on va avoir cette approche kiné, mais en fait, on va aussi t'accompagner sur la partie, j'imagine, diminution du poids, enfin, voilà, comment est-ce qu'on va
potentiellement faire des régimes, avoir un programme d'alimentation qui va être vraiment adapté à toi parce que en fait, tout est lié. Exactement, tout est lié. Quand on a un problème de surpoids, on sait qu'il faut augmenter les dépenses, de venir faire plus d'activité physique. Et bien ça, on sait très bien que il faut une progression qui soit adaptée. Et donc, je prends ma casquette de kiné et je peux les suivre avec ma casquette de kiné. Mais sauf que aussi, la nutrition, en fait, c'est très complexe. Il y a un environnement qui est obésogène. Moi, j'ai un patient qui m'a dit j'ai du mal à venir avoir une alimentation correcte avec toutes ces sollicitations. Et donc, c'est de partir sur comment composer une assiette, essayer de décrire un peu son quotidien. Et donc, cette casquette-là, c'est la casquette du nutritionniste. Et c'est un peu le mélange des deux et la synthèse des deux Ouais. où on s'éclate. Et je pense qu'à la fin de ce podcast-là, on décortiquera, toi, tes 10 conseils sur qu'est-ce qu'une bonne assiette, comment avoir une bonne alimentation pour éviter d'avoir tous ces problèmes-là à 50 ans, quoi. Mais du coup, ça en vient à quels sont les problèmes récurrents que tu vois à partir de 50 ans? Alors, les problèmes que je vois après 50 ans, c'est tout d'abord, en tant que kiné, beaucoup de souffrance. Ça veut dire que ça va être beaucoup de maladies chroniques. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai rien fait dans ma vie de particulier, mais j'arrive plus à me lever de mon fauteuil. J'ai plus la force au niveau musculaire à partir de 70 ans. La personne qui va me dire j'ai mal au genou quand je marche. Je vais avoir beaucoup de problèmes qui va être lié au surpoids. Je vais avoir de l'hypertension artérielle. Faut savoir que l'hypertension artérielle, c'est vraiment le tueur silencieux. Il y a très peu de symptômes et à partir du moment où on a de l'hypertension artérielle, on a des choses très graves qui se passent dans le corps. L'hypertension artérielle, je vais la définir comme ça, les personnes vont pouvoir comprendre, c'est une rigidification progressive des artères. C'est-à-dire que l'artère va avoir tellement de pression quand le sang va s'éjecter au niveau des vaisseaux, et en fait, cette pression-là au niveau sanguin va rigidifier les artères au fur et à mesure du temps. Et cette rigidification, elle est dangereuse. On a besoin d'avoir des artères souples pour pouvoir amener l'oxygène et pour ne pas avoir de difficultés. Et en fait, cette hypertension artérielle va être une des causes majeures de mortalité. Et c'est une cause qui est due à potentiellement la nourriture qu'on a mangée. Oui, bien sûr. C'est ça qui est incroyable, c'est de se dire que on sait très bien que l'alimentation va provoquer ça. On sait très bien que le fait de ne pas faire d'activité va provoquer ça. Et ce qui nous amène aussi à bizarrement, à avoir des choses qui sont pas bien traitées. On va en revenir pour parler de la nutrition, mais c'est pas sexy de dire en fait faut limiter le sel dans son alimentation. On parle beaucoup, il y a une petite guerre, va limiter les glucides simples, essaie de pousser tes protéines, etc. Mais personne parle du sel. Et en fait, le sel, c'est un des premiers tueurs. C'est quoi la particularité du sel? Le sel, en fait, c'est que quand tu as un peu trop de sel dans ton alimentation, il y a l'OMS qui parle de 5 grammes de sel dans le sang. Enfin, non, de consommation d'apport calorique, par jour. Donc, si tu consommes plus de 5 grammes de sel par jour, tu commences déjà à avoir des petites conséquences. Conséquences qui peuvent être... L'hypertension artérielle. Ok. Et donc, ce sel qui va être un peu trop présent dans ton sang va amener... Le sel, ça attire l'eau. Et donc, l'eau des cellules qui sont adjacentes à tout ça vont venir se mettre dans le sang. Et donc, le sang va être plus épais, ce qui va rajouter une tension trop importante au niveau des artères. Et donc, de manière chronique, ça va amener cette hypertension artérielle. Toi, tu dis il faut soit on arrête complètement ou c'est... Alors non, parce que naturellement, on va retrouver du sel malgré tout. Si on va manger, en fait, en se faisant plaisir, on va manger de temps en temps un petit bout de pain, en fait, on sait qu'on aura un petit peu de sel. Donc, il faut juste avoir une surveillance aussi importante et savoir aussi que, malgré tout, peut-être que notre focalisation sur l'alimentation, on s'est trompé depuis un certain nombre de temps. Souvent, on se focalise sur des détails qui n'ont pas forcément énormément d'impact sur le corps. Et il y a des informations comme le sel qui a énormément d'impact sur le corps. Et donc, oui, il faut avoir un petit peu plus de sel chez des sportifs lors d'efforts d'endurance importants. Mais par contre, dans la vie quotidienne, sur un sportif qui va être modéré dans son activité physique, donc c'est-à-dire 4-5 fois par semaine, non, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que derrière, c'est quelque chose qui est directement corrélé à un risque supplémentaire de rigidification des artères.
Ok, et peu importe le sel, hein, parce qu'on parle de gros sel, on parle de... Alors, le NaCl, mais derrière, je vais te répondre sur le sel de table, sur le sel dans les aliments ultra transformés, sur le sel du pain, etc. Parce qu'en fait, le sel, maintenant, on en retrouve partout. On le trouve partout. Ok, Ouais. et ça, c'est un peu malheureux. C'est un peu malheureux, mais je trouve que c'est une petite guerre que j'ai, mais personne ne s'intéresse au sel, on s'en fiche. Parce que là, il y a une grosse guerre autour du sucre. Alors ça, c'est Alors, évident. il y a une bonne guerre. Ouais, il y a une bonne guerre qui est légitime, complètement légitime. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne pointe pas trop du doigt le sel, quoi. Ouais, le sucre, il est légitime parce que quand on sait que il faut pas dépasser, moi je dis souvent 25 grammes de sucre simple. Et 25 grammes, mais ça va très 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 vite. Donc c'est-à-dire que on vient se faire un carré de chocolat, enfin 4 carrés de chocolat un petit peu sucré, on peut l'avoir. On se fait un coca, c'est fini. Ouais. On a notre quota pour la journée. C'est-à-dire que dans tous les aliments qu'on va prendre, on sait très bien qu'on aura beaucoup plus d'impact sur notre foie. Donc c'est vrai que c'est délicat. Après, il ne faut pas rentrer dans du prosélytisme. J'arrive pas à dire le mot, c'est dommage, échec. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus diaboliser les glucides, surtout complexes. On sait très bien qu'on a besoin, alors besoin est un bien grand mot, mais ça fait partie des apports caloriques qui sont quand même intéressants dans la journée à avoir, mais de manière raisonnable et de manière contrôlée. Ok. Donc, ce que tu expliquais, c'est qu'effectivement, les causes que tu vois régulièrement chez tes patients clients, c'est qu'à partir de 50 ans, il y a des problèmes au niveau des artères, il y a des problèmes d'hypertension, il y a des problèmes au niveau des articulations. Est-ce que tu remarques d'autres choses Oui, en fait, mais je vais te dire que c'est ça qui est dur. C'est qu'en fait, les gens, ils viennent me consulter pour des symptômes. C'est-à-dire qu'ils ont mal, ils n'en peuvent plus, mais sauf que le symptôme, c'est la révélation de quelque chose qui s'est passé. C'est Descartes, un philosophe, et un mathématicien qui disait « On arrive difficilement à imaginer les très grands espaces et les mini-espaces. » Ça veut dire qu'on n'arrive pas à imaginer la galaxie par rapport à la taille de nos bactéries. Et souvent, l'humain, il est comme ça. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est visible, il ne va pas s'occuper de soi. On a reçu un chercheur il n'y a pas si longtemps, Boris Cheval, il disait, en fait, le simple fait de dire que c'est bon de faire de l'activité physique parce que c'est bon pour la santé, ça ne suffit pas pour que les gens se mettent au sport. C'est pas une raison suffisante, la santé. Ouais, il faudrait pour eux d'avoir un symptôme, quelque chose qui apparaisse pour se dire ok, c'est ma motivation pour me mettre au sport, quoi. Exactement. Ils attendent le symptôme. J'ai été invité avec Gilbert Boujaoudé, c'est un sexologue sur sa chaîne, on s'est éclaté et je lui ai fait part de ses préoccupations. Et j'avais une phrase qui m'est venue et qui me fait beaucoup rire, c'est ce n'est pas parce que tu as le zizi qui gratte que tu n'as pas d'IST, et ce n'est pas parce que tu n'as pas de symptômes que tu es en bonne santé. C'est vraiment ce côté-là où tu te dis, l'humain va attendre d'être très mal et d'avoir un symptôme pour se dire je vais consulter. Et est-ce que tu trouves que c'est toujours vrai ça ? Parce que là on le voit nous. Non, toi tu es exceptionnel. C'est-à-dire que ce que vous faites avec Lucie, c'est que vous êtes dans la prévention pure. Et je pense qu'il y a une génération de personnes qui commencent à vraiment s'intéresser profondément à la prévention, à se dire je prends les problèmes en amont. Mais par contre, moi j'ai un biais de sélection parce qu'en fait je vois les patients. Et les patients qui viennent me voir, ils ne sont pas en très bonne santé. Les personnes qui s'occupent de leur santé, comme toi, je ne les vois pas. Et tant mieux. Ça veut dire que, mine de rien, tu vas t'informer à gauche, à droite, et puis tu vas t'occuper au mieux de la bonne santé. Peut-être ce qui est important aussi, c'est de définir la bonne santé. Mais par contre aussi, ce que je vais dire, et ça je le dis souvent parce que moi aussi je m'occupe... j'essaie de bien m'occuper de ma santé, j'essaie de respecter tout ce que je prône. Tu prêches la bonne parole. J'essaie de prêcher la bonne parole, mais c'est pas parce que par contre je vais m'occuper de ma santé et d'essayer d'être exigeant pour être en bonne santé que je vais pas tomber malade et que je vais pas avoir de problème. Ça c'est aussi important. J'ai beau tout faire, la vie ça reste un jeu de probabilité, je peux tomber malade. Et c'est pas grave parce que le fait d'être en bonne santé, peut-être que si je tombe malade, si j'ai un cancer, si j'ai quelque chose, j'ai plus de chances de me ressaisir et d'aller mieux et de rebondir que la personne qui ne s'est pas occupée de soi. Donc, ce qui est important, et ça m'a donné une grande liberté aussi au niveau de la tête, c'est que ce n'est pas parce que tu vas t'occuper, toi, au maximum de ta santé, que tu ne vas pas tomber malade. Ouais, et ce n'est pas parce que tu vas tomber malade, par contre,
que ça va mal se passer et il ne faudra pas se flageller. C'est des probabilités. Ce que j'aime bien dire, c'est que... Je suis désolé, tu me coupes. Hein, si non, c'est ultra intéressant. C'est que la vie, moi, je la considère comme de la probabilité. Est-ce que tu vois le jeu de la roulette russe ? Ouais, carrément. C'est de se dire que tu as des balles dans ton barillet et en fait, tu joues constamment avec des probabilités. Et quand tu nais, des fois, tu n'as pas de chance. Tu as une mauvaise génétique, tes parents, ils t'ont filé une mauvaise génétique, c'est compliqué, et tu risques potentiellement d'avoir 2 balles de plus que les autres dans le barillet. Et ça peut partir, pas de chance. Mais la plupart des balles qu'on se rajoute dans le barillet, on se les rajoute tout seul le long de notre vie. À cause de notre mode de vie, la nourriture. Exactement, à cause de notre mode de vie. On sait très bien que 40% des cancers, c'est la première cause de mortalité. Ça vient de notre mode de vie et 20% de l'alimentation. C'est de se dire que, par contre aussi, la petite mamie qui a vécu jusqu'à 100 ans, qui fumait comme un pompier et qui buvait tous les jours son petit verre, elle, en fait, elle a juste gagné le loto de la vie. C'est-à-dire qu'elle avait plein de balles dans son barillet, mais le coup n'est jamais parti. Tant mieux pour elle, mais il ne faut pas se servir d'elle pour pouvoir se dire, en fait, c'est bon, je connais mon grand-père, il a vécu jusqu'à 90 ans, il buvait tous les jours un petit peu, que vous, ça va passer. Moi, je préfère jouer à ce jeu avec le moins de balles possible dans mon barillet. Ouais, ça, c'est ultra intéressant. Et du coup, ça rebondit sur qu'est-ce qu'une bonne santé, tu vois. Parce qu'on peut avoir ce jeu de probabilité qui existe, mais il y a quand même une fondation, quelque chose qui va nous permettre d'augmenter nos probabilités d'être en meilleure santé. Exactement. Alors, je vais te donner 2 définitions. La définition officielle, barbante. L'OMS, elle a dit, c'est la bonne santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Assez subjectif, on va pas se le cacher. Moi, j'aime pas forcément trop, c'est personnel, mais j'aime pas trop cette définition parce que qu'est-ce que ça veut dire, un état de bien-être physique ? Ça veut dire que toi, tu vis ta vie. Est-ce que c'est le fait de marcher tranquillement, de monter des marches, de savoir jouer avec ses petits-enfants ? Peut-être, oui. Mais par contre, la personne qui est morte d'un arrêt cardiaque le lendemain, parce que, en fait, au niveau de ses marqueurs de santé, au niveau de sa tension, c'était très médiocre, est-ce que le jour avant qu'il meure, il était en bonne santé ? Selon la définition, je ne pense pas. Donc moi, cette définition-là, elle reste un peu trop floue. Moi, j'ai trop donné une définition qui est un petit peu floue, mais j'ai mis un peu à ma sauce, on verra. C'est quoi la définition de Jérôme ? Déjà, moi, une bonne santé, c'est de vivre le plus longtemps possible. J'ai envie de vivre le plus longtemps possible. Le deuxième élément... Ce serait quoi ton objectif de vivre ? Je sais qu'on a déjà eu ce sujet dans le Polyphénol Podcast avec William Cadmiri qui nous a... qui a fait 107 ans. Il nous a dit 107 ans. Toi, ça serait quoi ton rêve, entre guillemets ? Franchement, j'en ai pas. Okay. J'en ai pas. C'est comme des projets de vie. J'ai pas cet objectif-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait ? De toute façon, si tu l'atteins pas, en fait, t'es pas là pour le voir. En fait, moi, j'ai juste envie de m'occuper bien de ma santé, de prendre du plaisir à m'occuper bien de ma santé. Et puis, c'est tout. Okay. J'ai pas cet objectif-là. Mais globalement, je souhaite vivre longtemps. J'aime ma vie, je m'éclate. On s'éclate réellement avec nos projets, avec Raph. Je vis des expériences magnifiques. Je veux m'épanouir. D'ailleurs, un deuxième terme, c'est longévité avec le moins de dépendance possible, avec une autonomie la plus longue possible et en étant épanoui. Okay, voilà, c'est les 3 stades. Ok, ça signifie quoi le 3e stade, la longévité avec l'indépendance ? Alors, la longévité, c'est-à-dire qu'on veut tous vivre longtemps, mais moi, je ne veux pas vivre longtemps en mauvaise santé. C'est-à-dire que ce que je souhaite, c'est ce que j'appelle la compression de la morbidité. Moi, je veux vivre longtemps, mais par contre, quand je tombe malade brusque et je meurs rapidement. Je ne veux pas me taper 10 ans dans un fauteuil roulant à perdre la tête progressivement. Et ça, c'est encore une fois les décisions qu'on peut prendre. On peut ne pas avoir de chance, mais moi, je veux avoir une compression de la morbidité. C'est très drôle la définition que tu as donnée, parce qu'en fait, en anglais, il y a ce terme qui existe qui s'appelle le health span et le lifespan. Et du coup, la différence entre les deux, lifespan, c'est justement, je veux avoir rallongé au maximum mon niveau de vie, l'âge à laquelle je vais mourir, mais du coup, ça n'inclut pas le moment où je vais tomber malade. Donc potentiellement, en fait, tu veux vivre jusqu'à 150 ans, mais en fait, tu vas tomber malade à 100 ans, et donc tu auras 50 années où tu vas être complètement malade, tu vas être un légume. Mais tu vas être toujours en vie. Et le terme, du coup, span, c'est plutôt, ok, je veux rallonger au maximum et du coup tomber malade le dernier moment, quoi. Exactement, c'est ça.
Je ne vais pas reprendre les termes anglais, sinon on va avoir mon accent difficile, mais globalement, c'est cette compression de la morbidité. Et c'est de se dire que je veux être le plus musclé, je veux pouvoir faire toutes les activités que j'aime faire, parce que ça, c'est de la qualité de vie. C'est de se dire que si la vie est longue, mais que je ne peux pas être épanoui, c'est pour ça que le dernier terme, c'est d'être épanoui. Si je ne peux pas être épanoui en portant mes petits-enfants, si je ne suis pas épanoui tout simplement en faisant des voyages, en randonnée, si je ne suis pas épanoui, et ça on va revenir aussi en tant que kiné, si j'ai des douleurs chroniques constamment qui me poussent à échanger un agenda rempli de rendez-vous professionnels quand j'étais au travail à un agenda rempli de rendez-vous médicaux à la retraite, ben oui, j'avoue que ça ne me plairait pas. Ok, donc il y a vraiment cette notion de aussi être bien mentalement pour finalement avoir ces jours où en fait tu vas profiter aussi de ta bonne santé. Ouais. Là, les Anglais ont dit « enjoying the passing of time ». Apprécier le temps qui passe. Et c'est aussi simple que ça. L'épanouissement, c'est simplement se dire que j'ai des choses que j'aime et je peux les continuer le plus longtemps possible à les faire. Mais tu sais, dans les zones bleues, comme on dit, il y a justement cette vie qui est complètement différente de celle qu'on a, par exemple, à Paris, parce que là, on est à Paris, où en fait, ils ont vraiment la passion de vivre les moments et de ne pas être pressés. Et j'ai l'impression que parfois, quand même, ça a un impact sur nous, nos vies. Tu vois, on parlait de lifestyle. En fait, le stress chronique qu'on a constamment dans nos vies, dans nos sociétés, ça bouge énormément. Ça, j'ai l'impression que ça nous impacte versus, tu vois, les zones bleues où c'est beaucoup moins stressant, la vie est plus calme. Ouais, bien sûr, et même le fait de ne pas avoir de nature. On sait très bien qu'une marche, marcher entre midi et deux, essayer de se vider la tête, c'est très efficace. Mais si on rajoute en plus de la verdure, on a vu des études qui montraient que le fait de marcher dans la nature avait un impact significatif pour notre bien-être mental. C'est compliqué parce que aussi on veut tout avoir. On veut avoir une belle société, on veut avoir un travail qui nous passionne et en même temps on veut se maintenir en forme. C'est très compliqué. Même au niveau de l'activité physique, c'est très compliqué. Mais c'est de se dire, ok, on ne se met pas la pression, on fait le meilleur en fonction de notre état, de nos objectifs actuels. Moi, je sais que Raph a 2 enfants, et ben en fait, c'est très compliqué de faire de l'activité physique. Mais il le fait, il essaye d'être proactif sur ce qu'il peut. En fait, on va essayer toujours d'optimiser. Je pense que tu es un perfectionniste comme je peux l'être. On a envie de tout faire. Mais c'est vrai que avoir cet équilibre, des fois, on ne peut pas l'avoir, et ce n'est pas très grave. Mais c'est de se dire que peut-être qu'il faut tendre progressivement vers cet équilibre en ayant des moments où on ne l'a pas vraiment, mais c'est pas grave. Ok, et du coup, je rebondis sur ça. Tu as parlé de Raph et du coup, qu'il a 2 enfants. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans notre communauté chez Lucie qui arrivent à cet âge où en fait, ils ont des enfants. Ils ont des difficultés à tenir un train de vie où ils assimilent le travail, le sport, s'occuper d'une famille. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça pour garder cette bonne santé? Parce qu'au final, il faut... En fait, les enfants, c'est beau, etc. Mais il faut aussi quand même peut-être continuer cette activité physique. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour pouvoir peut-être optimiser Oui, il y a plein de choses à faire. Et en fait, il faut déjà se dire qu'il y a plein de petites choses à faire. C'est de se dire que déjà, quand on est au travail, entre midi et 2, on peut manger, mais on peut se faire une petite balade. On va faire un tour de son bureau pendant 10-15 minutes et on revient travailler. Ça, en fait, ça n'a pas de coût énorme dans la journée, mais par contre au niveau de la santé, et peut-être qu'on reviendra sur ça, ça a un coût énorme. C'est vraiment un coût énorme. C'est de se dire que peut-être le soir, on a le temps de poser nos affaires et juste de faire le petit tour de pâté de maison avant de revenir. Pareil, comme ça on crée un sas de décompression où on se dit ok, j'ai ce petit 5 minutes pour moi, je souffle, je vis le moment présent. Parce que souvent quand tu as un déplacement, tu vas à ton travail, tu as un déplacement où tu sais où tu vas. Tu peux pas te détendre aussi profondément que le fait de marcher nonchalamment dans ton quartier, sans objectif, sans but. Et le fait de ne pas avoir de but, et le fait de marcher autour avant de s'occuper de ses enfants, c'est formidable. Moi, je vais au travail en courant. J'optimise mon temps, je sais que j'ai un temps qui est assez serré, je vais au travail en courant. Tu fais ta séance de sport pour aller au bureau. Voilà, exactement. Et je me dis que je peux grignoter un petit peu. Je vais simplement sur... je lance des conseils un peu aléatoires, mais sur le fait j'ai du mal à cuisiner, c'est pas grave, on essaie de faire simple. Déjà, on se flagelle pas, mais par exemple le soir, on prévoit des choses comme Picard. Picard,
ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une petite modification du goût parce que c'est surgelé, mais par contre, au niveau des vitamines et nutriments, sur des légumes qui sont surgelés sans transformation, c'est excellent pour la santé. Exemple, moi je suis un gros client de chez Picard. J'utilise leurs brocolis, les choux-fleurs, les champignons, incroyable. Honnêtement, c'est ultra pratique. C'est ultra pratique. On les met dans le congélateur, on les ressort. En vrai, la cuisson, c'est parfait. Le goût, oui, il y a ce petit goût de... Exactement. Mais en vrai, je trouve que c'est pas énorme non plus. Encore une fois, c'est des petites actions. C'est de se dire, on se flagelle pas, on fait des petites actions qui ont, sur le long terme, des énormes conséquences. Et c'est ce que je répète souvent, c'est de se dire qu'il faut ne pas se rajouter de la friction dans sa vie quotidienne et il faut essayer de trouver des choses qui sont un peu discrètes, qui nous prennent pas beaucoup de temps. Moi, je sais très bien que au travail, quand je travaille sur mon bureau, parce que je suis obligé de faire quand même beaucoup d'écran, eh ben je marche. J'ai un tapis de marche et je marche. L'effort est invisible. Je traite mes mails et je marche. Et je casse ma sédentarité. Ok, et ça c'est super. On avait eu cette conversation dans la communauté Lucie, il y en avait beaucoup qui étaient intéressés par un tapis de marche. Enfin, comment tu as eu le déclic déjà de prendre ce tapis ? En fait, c'est encore une fois, j'ai des biais. Je suis kiné, je connais un peu les impacts de la sédentarité. Alors, peut-être qu'on va redéfinir tout ça aussi. La sédentarité, c'est le fait d'être inactif, d'être en position assise. Et à partir de 7 heures à 8 heures en position assise, on sait très bien qu'on a un impact significatif sur la santé qui est très, très, très important. Il faut absolument bouger le plus possible dans la journée. On est fait pour bouger, on n'est pas fait pour être assis, il faut bouger le plus dans notre journée. Donc à partir de ce constat-là, la seule solution, c'est de mettre du mouvement dans le temps de travail qu'on va faire. Parce que faites le calcul simplement à la maison, le matin, dans les transports, on est assis. 8 heures, on travaille, on est assis. On rentre, on mange, on est assis. La télé, le soir, on est assis. Facilement, on va la voir. Et ce qui est aussi important, c'est que le fait de faire du sport ne va pas lisser le risque d'être sédentaire. Ça veut dire que si moi, je suis un cadre dynamique à la défense, je travaille comme un fou, et par contre, le soir, je me fais 2 heures de sport, ça va à peine lisser les conséquences de la sédentarité. Donc, ce que j'aime bien dire avec Raph, et Raph, il le dit souvent aussi, c'est que ce qui est important, c'est qu'on a eu plusieurs évolutions dans le travail. On a eu les vacances, on a eu le fait d'être épanoui au travail. Nous, notre prochaine révolution, ce serait de se dire... est-ce que c'est pas possible d'avoir une révolution santé et bien-être ? Et c'est de se dire que quand on choisit un travail, qu'on n'ait pas de conséquences sur notre santé. C'est fou parce que là, on est en train de connaître cette révolution. Nous, on le vit de l'intérieur. En fait, on a pas mal d'entreprises qui viennent nous contacter chez Lucie parce que justement, il y a cette notion on veut ramener une culture de la santé au travers de notre entreprise. Donc, par exemple, ils veulent prendre des abonnements Lucie pour leurs salariés. Et c'est super. Et ça, on trouve ça ouf. Parce que c'était pas la chose première au début qu'on s'était dit. Mais en fait, c'est les entrepreneurs qui sont là en mode « mes employés le veulent, moi j'ai envie de l'avoir ». Et on est en train de connaître cette révolution qui est assez croissante. Et on voit maintenant que dans les entreprises, il y a des challenges pour qui est la meilleure forme athlétique, etc. Les gens vont faire des marathons ensemble. On les voit aussi souvent sur des semi-marathons, etc. Ils construisent des équipes via leur entreprise. Enfin, je trouve ça assez fou. Et même, il y a une évolution, si on va aller plus loin, dans les assurances et des complémentaires santé. Il y a certaines assurances, notamment, je vais la citer, Alan. Nous, on aime bien sa démarche parce qu'elle va se dire, en fait, à la place de rembourser constamment des médicaments parce que tu es malade, mais si on mettait plus de mouvement, et ils ont mis une application où il y a une gamification des pas. En fait, tu vas être en duel, comme tu dis, avec ton collègue qui va essayer de marcher plus, etc. Et pour moi, ça, c'est en effet, et je te rejoins sur ça, une certaine révolution qu'on n'avait pas dans le travail. Parce que oui, il y avait qu'est-ce que les valeurs qu'on va amener dans notre travail, mais on n'avait pas cette notion de santé et je pense que ça a progressivement changé. Et du coup, je rebondis sur un sujet qui est, on connaît cette révolution actuelle qui est que les jeunes maintenant souhaitent prendre en main leur santé. Ça, on le voit, on le sent. Pourquoi, à ton avis ? Est-ce que ça serait lié à potentiellement une société où en fait on a été trop dans l'abus ? Est-ce que c'est un constat de notre génération où on les voit vieillir et on les voit vieillir en mauvaise santé ? Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Alors, j'avoue que je n'ai pas réfléchi à ça. Je pense que malgré tout,
qu'on reste dans une bulle. Parce que, encore une fois, les médecins ils vont te dire en fait, c'est catastrophique. La santé des gens, c'est catastrophique. Nous, dans notre bulle de prévention, on remarque cet écosystème qui explose. Le fait d'être proactif, le fait de se bouger les fesses, le fait de faire du sport. Mais c'est bizarre ce que je veux te dire, mais quand moi je marche dans la rue, j'ai toujours cette impression qu'il y a toujours des personnes qui vont boire de la bière sur les terrasses, que derrière il y a beaucoup de fumeurs encore. Donc je dirais que c'est notre petit biais, encore une fois, parce qu'on travaille dans la santé, parce qu'on a des personnes qui viennent nous dire c'est super, grâce à vous, j'ai perdu du poids, je me sens mieux, je suis proactif. Je dirais que mine de rien, c'est peut-être une transformation qui va arriver, qui arrive, mais encore une fois, je pense que c'est une bulle, une communauté qui grandit. Et je pense qu'on est dans les prémices. Et c'est pour ça que Lucie aussi participe à ça, avec, mine de rien, ses tests en laboratoire, avec ses suivis de marqueurs. Donc, il y a un bel à dire sur tout ça. Ouais, et il y a aussi beaucoup plus d'éducation. On le voit, vous le faites au travers de votre chaîne YouTube et des autres réseaux sociaux, mais c'est vous donner accès aussi à l'information. Ou avant, peut-être qu'on n'avait pas accès à cette information. Et sur cette question, je dirais oui ou non. Et oui et non. Parce que maintenant, le souci, il est inverse. C'est-à-dire qu'on a la problématique, c'est pas l'ignorance des gens actuellement, c'est plutôt l'illusion de la connaissance. Ils pensent savoir, ils pensent connaître, ils pensent maîtriser les sujets de nutrition. Ils pensent que en fait, simplement, en prenant tel complément, en venant simplement manger plus de viande rouge, on va avoir une santé qui va s'améliorer. Et le souci, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances et il y a beaucoup de mauvaises connaissances, et c'est difficile pour des personnes qui ne connaissent pas grand-chose de faire la part des choses. C'est très complexe. La nutrition, c'est très très complexe. On sait très bien que les conseils les plus simples, qui sont considérés comme simplistes, on se dit, en fait, ça on sait, c'est facile, ça nous intéresse pas, ça fait des années que c'est ça, arrêtez. Et puis derrière, en plus, il y a un effet très communautarisme dans la nourriture, très identitaire dans la nourriture, qui moi me dérange. En Amérique, il n'y a pas ça. Enfin, une partie, il n'y a pas ça. C'est pas parce que tu es végétarien que tu vas pas monter un business. C'est pas parce que tu manges, je sais pas, plus de certaines choses qu'on va te caler dans une identité de la nourriture. Donc, je trouve que c'est quand même assez complexe. On vit dans un monde qui est complexe pour trouver les bonnes informations. Si je te dis, par exemple, manger 5 fruits et légumes, c'est barbant. Hein. C'est des conseils qui sont assez ennuyeux. Pourtant, en fait, derrière... Mais parce qu'en fait, est-ce que ça serait pas parce que c'est des conseils très basiques, on nous a rabâché ça et maintenant, en fait, on se dit, ok, mais c'est pas suffisant, quoi. C'est très dur. C'est très dur. Est-ce que toi, tu arrives à manger les 5 portions de fruits et légumes par jour ? C'est très dur. 5 portions de fruits, c'est pas sorti d'un chapeau magique. C'est Serge Ekberg. Serge Ekberg, c'est un épidémiologiste. J'y suis arrivé, je ne pensais pas pouvoir le dire, qui est très connu, qui a reçu plein de prix. Le mec, il a un CV. Moi, à côté, je suis personne. Son CV, c'est une liste de courses. Il vient lancer son parchemin d'un bâtiment au 8e étage et ça tombe par terre, il n'y a pas de souci. Et il a créé avec... beaucoup de chercheurs publics ce slogan 5 fruits et légumes par jour. Mais dans ce conseil-là, il y a deux choses. Il y a tout d'abord, en fait, le nombre de fibres qu'il faut manger au minimum par jour. Et deuxième chose, il y a le quota de potassium. Oh, le potassium, qu'est-ce que c'est ? Très bonne question de ta part. Je suis désolé. Tu me coupes si je dis des bêtises. Qu'est-ce que c'est le potassium ? En fait, le potassium, ça vient faire tampon par rapport au sel. Et le sel, on a vu, ça provoque l'hypertension artérielle quand c'est consommé de manière chronique. Et donc, c'est vraiment une balance. Plus on mange de potassium, moins on a risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires, deuxième cause de mortalité. Donc, mine de rien, c'est quand même intéressant de s'intéresser à son quota de potassium. Et 5 portions, mine de rien, moi je ne les mange pas tous les jours, même si je connais cette information. 5 portions, c'est 80 grammes. En fait, on se dit, moi j'essaye de faire la muscu, de prendre assez de muscles, donc manger assez de protéines, mais en même temps manger mes 5 portions, en fait j'ai plus faim. 5 portions, c'est énorme au niveau du volume alimentaire. Mais c'est un minimum et mine de rien, sur ce conseil très simpliste qu'on peut voir, il y a vraiment des valeurs scientifiques qui sont cachées et très intéressantes. Ok, et donc est-ce que toi tu pourrais nous donner, en tant que nutritionniste, quelles sont déjà les bases d'une bonne alimentation ? Alors, je vais prendre encore mes lunettes de Barban. En fait, manger brut, le plus brut possible. Ça ne veut pas dire manger cru. Attention, il y a une petite différence. Hein. Mais
parce qu'en fait, certaines personnes se disent, en fait, je mange le plus brut possible, j'ai mangé des carottes, des aubergines crues, etc. Mais en fait, quand tu as trop de fibres et que tu n'as pas l'habitude, quand tu viens passer de je mange moyennement des fibres à beaucoup plus de fibres, en fait, le ventre, il va avoir mal. Le système digestif est complètement troublé et là... Exactement. T'as pas les bactéries. Je sais pas si c'est arrivé, mais t'as pas les bactéries. Donc du coup, tu vas te sentir ballonné, t'es pas bien, etc. Alors que pourtant, c'est les bonnes étapes. Mais sauf que malheureusement, comme t'as pas encore les bactéries, comme t'as pas fait quelque chose de progressif, c'est comme si tu avais dit, je cours 10 km alors que ça fait 10 ans que j'ai pas couru et je cours 10 km 3 fois semaine. En fait, c'est parfait pour se faire mal. Alors que c'est la bonne solution peut-être de courir 10 km. Donc manger des fibres, mais progressivement si on vient si on n'en a pas dans notre alimentation. Ça c'est très important parce que derrière sinon on va avoir mal au ventre et c'est pas bon, surtout pour les femmes. Certaines femmes sont assez sensibles sur les fibres, donc si on peut manger des fibres par exemple en faisant cuire à la vapeur, c'est déjà très intéressant. On va avoir une perte un petit peu de vitamines et de fibres, mais c'est encore très important. Si on supporte pas les crudités, on y va par petites portions, on augmente très progressivement. Mais c'est de se dire aussi, moi le conseil que j'ai souvent avec des personnes, c'est non, vous mangez un fruit et légumes par jour, mais c'est pas grave. Déjà, est-ce que vous pouvez à ce moment-là, au niveau de l'entrée, en rajouter une portion ? Et ce sera déjà super. Et puis ensuite, derrière, on va voir plus tard, si on se rajoute une autre portion, c'est super, bravo. Et on avance comme ça. Ce qui est important, c'est encore une fois, individuellement, de partir d'un stade et de ne pas choquer, et d'amener étape par étape, et construire un petit peu sa santé. Mais moi, collectivement, c'est-à-dire sur les podcasts comme ça, je suis assez vindicatif. Je suis assez franc et je suis assez dur. 5 portions de fruits et légumes, oui, il faut les atteindre. Mais individuellement, non, si on en fait déjà 2, c'est déjà pas mal. On essaie d'en faire une 3e et ce sera déjà très bien. Et puis on avance comme ça progressivement. Mais déjà, si on fait cette portion-là, on respecte pas mal de choses. Donc on essaye d'arriver à 5 portions, beaucoup de fibres. Est-ce qu'il y a d'autres notions, d'autres choses qu'on peut ajouter à une bonne alimentation ? Alors, il y a le fait de manger brut. C'est Anthony Berthoud, un nutritionniste aussi, qui amène ce combat-là. Et plutôt bio. Alors, encore une fois, il y a un peu ce duel-là entre bio, pas bio. On a aussi un peu des discours en ce moment avec les pesticides, avec le cadmium aussi qui est présent dans l'alimentation. On sait très bien que le bio, on va avoir plus de polyphénol. On va avoir plus de choses qui vont amener des interactions au niveau des mitochondries et qui va avoir un effet positif sur la santé. Alors, les polyphénols, c'est des éléments au niveau plutôt des végétaux, de l'huile d'olive, des légumes plutôt biologiques. C'est-à-dire que quand on va mettre de l'engrais, la plante, elle est tranquille. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de travail. Elle n'a pas des agressions extérieures qui vont la mettre en difficulté. C'est facile pour elle, la belle vie. Mais sauf que ces agressions extérieures de la plante est importante pour plein de choses dans le corps. Parce que si la plante arrive à se défendre, il y aura plus de polyphénol. Et donc, quand nous, on va le manger, notre corps va sentir une petite résistance. Et c'est très intéressant cette résistance parce que ça va provoquer la loi d'Hormèse. C'est quoi la loi d'Hormèse ? C'est le fait qu'un petit stress au niveau du corps va provoquer des effets très intéressants sur celui-ci. C'est un peu Paracelse, je pense que c'est celui qui disait le poison, je sais plus, je me suis lancé dans une citation, mais c'est la dose qui fait le poison. Et donc, si on vient consommer un petit peu de cet aliment, le polyphénol, qui est produit des végétaux bio, ça va être intéressant parce que ça va stresser un peu l'organisme. Et le bon stress au niveau de l'organisme, c'est très intéressant. Le bon stress au niveau de l'alimentation, mais aussi le bon stress au niveau de l'activité physique, et c'est peut-être aussi ce qu'on va voir tout à l'heure. J'en profite pour faire une petite pause parce que tu l'as très bien introduit. Tu as très bien introduit cette notion de polyphénol. Et tu sais, comme tu le sais, dans le Polyphénol Podcast, on a cette tradition. On boit un shot de notre huile d'olive qui est forte en polyphénol. Voilà. Donc, parfait. Les polyphénols, l'antioxydant naturel qu'on retrouve dans les olives. Je t'invite à faire ce shot. J'aime bien la sentir parce qu'on sent tout de suite. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que le polyphénol, quand je pense que je t'apprends pas ça, mais quand on va sentir le petit truc qui gratte au fond de la gorge, c'est les polyphénols qui C'est exactement ça. Allez. Ah ouais, elle est très bonne. Hein. J'adore. Et là, ça me gratte. Et là, on sent les polyphénols qui grattent un petit peu dans la gorge, donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. En général, il y a la petite goutte qui arrive, la petite larme qui arrive, parce que ça dépend des personnes. Ah tiens. Ah oui, voilà, le sens. Ah ouais, c'est dingue. Après quoi.
Ça entoure la bouche. Elle est très bonne, l'huile. Bon, super. Tu devras repartir avec une huile d'olive alors. Si ça vous intéresse, on vous offre 5% sur notre huile d'olive Evo 100 avec le code podcast5off en cliquant sur le lien dans la description. Donc super, tu as très bien introduit les polyphénols. Donc l'alimentation, très bien résumé. Mais est-ce qu'il y a une notion, notamment la notion du timing, qui a son importance ? Alors oui, encore une fois, ça fait partie de la loi d'Hormèse. C'est le fait que pas mal de scientifiques ont montré que le fait d'avoir constamment pas de pic d'insuline, avoir constamment le même taux d'alimentation, si on avait une sonde dans le nez, qu'on avait tout le temps le même taux de glucides dans le sang, le même taux de lipides dans le sang, et ben c'était pas bon. C'est-à-dire qu'il nous faut des variations. Et il nous faut du stress au niveau de notre corps. Et le fait de ne pas manger pendant un certain temps, c'est un petit stress qui peut être intéressant. On a reçu sur notre chaîne, il n'y a pas si longtemps, la vidéo, je pense qu'elle n'est pas encore sortie, c'est sur la chrononutrition. C'est Bernard Strour, vraiment un chercheur de l'INSERM, qui est venu présenter presque ses travaux, donc c'est ça qui est génial. Puis c'est des études de cohorte, etc. C'est très compliqué. L'analyse, quand il m'a donné l'analyse, malgré mon diplôme de statistique médicale, bah, j'étais là, je ne pouvais pas le lire, tellement c'était complexe. Donc c'est super intéressant et c'est vraiment de la science brute. Et ils ont remarqué, sur ces études de cohorte, qu'il vaut mieux avoir un temps un petit peu à jeun, où on ne mange pas. Par exemple, de manger assez tôt, de manger vers 19h, et d'avoir un temps prolongé de jeûne nocturne, où on ne mange pas, et ensuite derrière, casser son jeûne assez tôt, donc vers 8h, 7h, c'est très bien. Donc ce qui permet de faire un jeûne intermittent. Voilà, c'est assez complexe, c'est pas vraiment un jeûne intermittent parce que c'est pas ces heures. C'est pas ces heures-là, mais en tout cas, c'est un peu ce type-là qui fait qu'on amène un stress où le corps, il n'a pas d'alimentation pendant un certain temps. Et mine de rien, il a montré que ça a amélioré pas mal de choses. Ça a amélioré la résistance à l'insuline, ça a amélioré le fait d'avoir une diminution de l'inflammation de bas grade. Donc quand même, malgré tout, ça reste très intéressant. Après, il y a la réalité terrain, et il y a le fait que, est-ce que c'est réalisable dans la vie quotidienne ? Bah, là, il faut trouver peut-être... En France, c'est très difficile. Ouais. Nous, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, c'est très commun, par exemple, de manger à 17h. Ok. 17h, 18h, ouais. Ok. Et ils ont des petits snacks aussi derrière, ou ils mangent à 17h et après ils mangent plus ? Non, ils mangent à... Alors, ça dépend, tu sais, encore une fois, il y a différentes typologies de personnes. Il y en a qui vont remanger après. Mais en général, le dîner se fait relativement tôt, aux alentours de 17-18h. Et du coup, c'est ultra agréable parce que tu manges tôt et après, bah, tu commences à ton jeûne. Ouais. Et du coup, tu vas dormir, en général, si tu arrives à le tenir, le ventre vide. Ouais. C'est de se dire que c'est intéressant. Moi, je sais par exemple que je ne peux pas le faire en semaine. Des fois, je finis très tard. Je finis à 21h30. Mais comment je peux faire ? Et j'ai trouvé un peu la solution. Je me suis dit déjà, le faire le vendredi ou le jeudi, bah, c'est déjà très bien. Une fois par semaine, je mets un petit stress au niveau de mon corps où il n'a pas l'alimentation. C'est intéressant. Attention aussi, je faisais, à la suite de cet épisode, je me suis dit, bah, en fait, moi j'aime bien, je suis un vieux avant l'heure, hein, je me prenais ma petite, mon petit, soit pas chocolat chaud, mais comment ça s'appelle, le truc de vieux, ma chicorée presque le soir, bah, ça reste des calories. Donc, autrement dit, je cassais mon jeûne. Donc, mine de rien, je l'ai arrêté, je l'ai mis un peu différemment. Et le faire déjà une ou deux fois et essayer de se dire, bon, bah, quand j'ai fini de manger, peut-être que 2 heures après, je ne vais pas me prendre un petit carré de chocolat cette fois-ci. Il y a des moments où on peut le faire. Encore une fois, ce n'est pas une question d'être parfait. C'est une question de peut-être que ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, qui est sympa, qui va aussi vous donner un petit défi au niveau de la santé. C'est bien de savoir aussi que le matin, on a plutôt faim. Ouais, ça fait depuis 19h que j'ai pas mangé, j'ai faim. En fait, ça revient un peu aux sources de comment est-ce qu'on a vécu en tant qu'humain. On n'avait pas de la nourriture constamment. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec de la nourriture vraiment à bout de bras. Ouais. Et le corps, du coup, n'a plus l'habitude de se retrouver avec cette notion de faim. Ouais, on est dans une société, comme je l'ai dit, obésogène, où en fait, on a tout pour manger trop et bouger pas assez. Il faut commencer progressivement à se dire, moi j'y crois pas sur le fait que, je vais être dur aussi, mais que l'État va jouer sur ça. Et que derrière, collectivement, on peut faire des choses, mais individuellement, il faut commencer aussi par soi. Parce que si on attend l'État qu'il agisse pour aller mieux, bah en fait, on va attendre 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et en fait, toutes ces années-là seront perdues. Donc, collectivement,
oui, on peut avoir lever des drapeaux, etc. Mais c'est sur notre consommation actuelle, c'est sur nos choix actuels où on peut avoir véritablement un impact. Et c'est pour ça que derrière, c'est important le mot choix, j'aime bien ce mot. De choisir aussi, de dire je choisis de manger ce chocolat là maintenant. Je choisis là maintenant de ne pas manger ce chocolat parce que je fais un jeûne nocturne. C'est très important, je trouve, cette notion de choix. Donc du coup, choix de l'alimentation, mais il y a aussi le choix de l'activité physique. Et ça me dévie vers un autre sujet qui est plutôt le sport et comment est-ce qu'on peut adapter son activité. Toi, c'est quoi déjà les bases d'une bonne activité physique ? Alors, je vais mettre ma casquette de kiné et je vais te répondre qu'on a parlé de la sédentarité. Déjà, c'est le premier stade. Deuxième stade, ça va être l'activité physique de manière raisonnable. Et il y a une étude assez récente qui est sortie dans Nature, faite par des étudiants, enfin pas des étudiants, des docteurs d'Harvard et du MIT, qui ont étudié ça sur les souris ou des rats. Je pense que c'est des rats. Est-ce que c'est utile ce petit aparté ? Non, pas du tout. Ça doit être des rats. Mais il y avait une partie des rats qui faisaient de l'activité physique et une partie des rats qui ne faisaient pas d'activité physique. Comment on fait faire de l'activité physique avec des rats ? C'est sur un tapis. Et ils ont remarqué que les rats qui faisaient de l'activité physique avaient 7000 gènes en plus qui étaient sollicités dans le corps. Ça veut dire qu'au niveau des cellules, au niveau des mitochondries, au niveau de l'ADN, on avait 7000 gènes qui étaient activés en plus. C'est de se dire que c'est faramineux. Les scientifiques, ils pensaient pas... ils avaient un chiffre en tête, et ça s'est avéré 10 fois plus important. En fait, ils ne pensaient pas que l'activité physique avait autant d'impact sur les gènes. Alors si, ils savaient qu'il y avait un impact, mais ils ne savaient pas autant. Vraiment, là, c'est une révélation. 7000 gènes, c'est vraiment énorme. Et ce qu'ils ont marqué, c'est qu'il y avait des mitochondries. Donc, c'est quoi les mitochondries ? C'est dans les cellules. On a des petites centrales nucléaires électriques énergiques. C'est ça, en fait, quand on va manger, avec l'oxygène, ces mitochondries, comme une usine, va produire de l'ATP, donc de l'énergie pour fonctionner. Et donc, ils ont remarqué qu'il y avait une biogénèse. C'est-à-dire qu'il y avait plus de mitochondries dans les cellules. C'est incroyable. Et puis, autre chose, il y avait une meilleure assimilation des graisses, une meilleure assimilation des glucides. Il y avait moins d'inflammation. Vraiment, cette étude, ça montre aussi tout simplement que le fait de faire de l'activité physique, c'est pas bon pour la santé. Comme ne pas fumer, c'est pas bon pour la santé. C'est que fumer est mauvais pour la santé. L'activité physique, quand on n'en fait pas, c'est mauvais pour la santé. Il faut essayer de retourner le problème. C'est de se dire, c'est du brossage de dents. Et le souci, c'est que souvent, on dit « mais oui, mais c'est une variable d'ajustement ». En fait, non, ce n'est pas une variable d'ajustement. C'est vraiment essentiel. Mais cette migène, c'est essentiel. Cette inflammation, c'est essentiel. Et c'est de se dire « il faut faire du mouvement, le corps est fait pour faire du mouvement, et si on veut vivre longtemps en bonne santé, même si on n'apprécie pas, il y a toujours des moyens d'apprécier l'activité physique, le sport. Faut trouver sa voie, mais il faut bouger. » Ok, et donc, super. C'est quoi lorsque par exemple tu as des clients qui viennent te voir et qui disent ok moi je fais pas beaucoup de sport, qu'est-ce que tu leur conseilles pour progressivement aller réadapter leur activité sportive ? Alors ça c'est assez compliqué, c'est une question assez compliquée parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas le sport et je dis à mes patients tout simplement écoutez, nous par exemple on met des personnes de plus de 50 ans à la course à pied et on leur dit écoutez, nous on va vous faire courir 3 minutes par session. Ils disent, attends, j'ai la flemme de mettre des chaussures, de courir 3 minutes, etc. Mais je dis, oui, mais sauf que vous avez aussi la flemme de faire trop. Donc, choisissez votre bataille. Mais courir 3 minutes 5 fois semaine, 4 fois semaine, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ça va être facile. C'est quelque chose où on va courir, pas pour son cœur, mais ses articulations. Parce que derrière, il faut aussi se dire qu'on désadapte nos articulations quand on ne pratique pas de l'activité physique. Le corps humain, c'est le seul élément qui s'use quand on ne l'utilise pas. Quand on ne l'utilise pas, il s'use. Il y a une étude qui est assez connue en 2017 qui a montré que par exemple les coureurs récréatifs, ceux qui couraient régulièrement, ils avaient 3,5% d'arthrose au niveau des genoux. En fait, cette étude, ils ont pris 100 000 personnes qui couraient pas, sédentaires, sportifs. Il y avait 3 groupes si je me souviens bien. Il y avait des coureurs récréatifs qui couraient entre 30 et 50 km par semaine, des coureurs professionnels qui étaient au JO et des sédentaires. Et ils ont remarqué, dans cette étude, ils ont regardé la prévalence de l'arthrose au niveau du genou et de la hanche. Et la prévalence, c'est juste, ils observent la population à un moment donné en fonction de leur habitude de vie. Mais ils ont remarqué que les personnes qui couraient régulièrement avaient 3,5% d'arthrose et ceux qui étaient sédentaires
avaient 10,5% d'arthrose. Donc beaucoup plus Incroyable. d'arthrose au niveau du genou. Et ça remontait pour les coureurs professionnels parce qu'en fait, il y a aussi une question de quantité. C'est sûr que si on fait beaucoup trop intense, les gars, ils s'entraînent 2 fois par jour, bah oui, ils usent un petit peu leur machine. Mais par contre, on se rend compte que le corps humain, c'est pas un modèle de voiture. C'est-à-dire que quand tu vas courir, quand tu vas soulever des poids, eh ben, tu vas améliorer ton corps. Culturellement, on pense que c'est facile en fait, de dire que quand on va travailler un muscle, ben, notre muscle il va prendre en volume. Mais c'est plus compliqué dans l'image des gens de se dire que quand on va travailler un muscle, on va aussi solliciter un tendon, une articulation. Et cette articulation va évoluer, va pouvoir avoir plus la capacité de répondre à ces contraintes. Vraiment, c'est de se dire que le corps humain, c'est un modèle plutôt biologique. On pensait que c'était un modèle mécanique, donc c'est-à-dire comme une voiture qui avance. Mais non, c'est plutôt un modèle biologique qui s'adapte. Encore une fois, c'est cette question de la graisse viscérale au niveau du ventre qui fait de l'arthrose au niveau des poignets. Si c'était que mécanique, pourquoi ce serait dans ce cas-là ? Donc, il y a cette notion du corps humain qui est à revoir un petit peu en se disant, quand on débute, c'est un gros aparté, quand on débute une activité physique, on court d'abord pour ces articulations pour les adapter. Et ensuite, dans un second temps, on augmente et on court pour soi, pour son cœur, pour son plaisir. Mais souvent, je dis, dans notre programme de course à pied pour les plus de 50 ans, on les fait courir très très peu. Et au début, ils se disent, mais en fait c'est facile. Tant mieux que ce soit facile. Vous n'aimez pas ça, l'activité physique, tant mieux que ce soit facile. Et puis derrière, en fait, ils vont prendre du plaisir, ils vont avoir plus d'hormones. On commence doucement, petit. On fait que l'activité soit plaisante. Autre chose que je dis, si toi, Max, tu as un sport que tu adores, mais qui est à 40 minutes de chez toi. Et un autre sport que tu aimes un peu moins, mais qui est juste en bas de chez toi. Quel est le sport où tu penses être le plus régulier dans ta pratique ? Alors, je vais dire celui qui est en bas de chez moi. Ben exactement. Parce qu'on sait très bien que la difficulté, c'est le coût de l'effort que tu vas mettre pour faire le sport. C'est pas forcément le sport, même si tu as beaucoup de plaisir, il est à 40 minutes de chez toi, tu le kiffes ce sport-là. Par contre, la friction pour aller faire du sport va faire que dans ton environnement quotidien, tu vas beaucoup moins le faire. Et c'est pour ça que la course à pied, c'est un sport ultra accessible. C'est pour ça, ouais. Tu descends de chez toi, tu as tes chaussures, tu mets tes chaussures et en fait, tu peux commencer à faire du sport. Exactement. Et c'est pour ça qu'on aime bien et c'est pour ça qu'on essaie d'inciter les gens qui n'aiment pas forcément faire du sport de faire un peu de course à pied parce que c'est très simple, parce que y a l'agenda, on a besoin d'un petit créneau pour faire une session, 3 minutes c'est très peu, et puis ensuite on augmente progressivement, et puis ensuite c'est facile, il y a peu de friction, etc. Et au fur et à mesure, les gens peuvent aimer. Mais il y a plein de sports qui peuvent être sympas. Moi je sais que la musculation, souvent je dis, mais en fait vous n'aimez pas le sport, faites de la musculation. Au début, en fait c'est facile, il y a un temps de repos qui est long, on fait 8 répétitions et on fait une pause d'1 minute. C'est génial. Et surtout que la masse musculaire réduit avec l'âge. Et donc, il y a cet intérêt finalement de continuer à garder cette masse musculaire. La salle de sport en fait partie. Enfin, c'est le meilleur outil aujourd'hui pour garder cette masse musculaire. Exactement. Parce qu'on a parlé de cette définition du bien-être qu'on a dit au début du podcast. On a parlé du fait d'être en autonomie. Le fait de ne pas être dépendant. Mais ça, c'est la masse musculaire. On sait très bien qu'à partir de 50 ans, on perd entre 1 et 2% de masse musculaire par an. Donc, à partir de 50 ans, c'est 1 à 2% de sa masse musculaire qu'on perd par an. C'est énorme. À partir de 60 ans, c'est 2 à 3% par an. Mais sauf que ce qu'on ne sait pas, pour moi, c'est déjà dramatique. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on perd aussi quelque chose qui est essentiel dans le corps humain, c'est l'explosivité. C'est le fait, quand tu vas taper ton pied sur une branche d'arbre, en fait, tu as besoin d'avoir de l'explosivité pour remettre tout de suite ton pied et pour te protéger. Et ça, on la perd beaucoup plus rapidement que la masse musculaire. Donc, autrement dit, le risque, c'est que déjà, on perd en autonomie. Un des premiers problèmes de consultation sur les personnes de 80 ans, c'est j'arrive pas à me relever quand je suis aux toilettes. Ça commence à être difficile pour se dire qu'on va profiter de la vie et qu'on va être épanoui avec un périmètre qui va être beaucoup réduit. Encore une fois, longévité, autonomie, dépendance. On essaie de lutter contre ça. Deuxième chose importante sur la perte de force musculaire, c'est de se dire qu'on peut facilement l'éviter. On peut facilement l'éviter en bougeant. On peut facilement l'éviter en bougeant avec des charges lourdes, malheureusement. Lourdes, c'est-à-dire que, je ne vais pas être méchant, mais les squats dans les salles de sport, c'est déjà très bien. Mais je considère que c'est de l'endurance musculaire, ce n'est pas de la musculation. Pour avoir et éviter cette perte de masse musculaire, il faut faire des séances avec du poids. Mais pas n'importe comment, avec une progression au début pour les articulations, et ensuite on vient taper au niveau du muscle. Oui, donc en fait, quelqu'un qui voudrait retourner à la salle de sport,
en fait, progressivement, c'est comme la course à pied, il va devoir graduellement en fait, augmenter sa charge et après jusqu'à arriver à une charge où en fait, il va être en difficulté, mais qui du coup va lui permettre d'augmenter sa masse musculaire. Exactement, comme tout, comme la loi d'Hormèse. On y va petit, on met un petit stress au niveau du corps et on voit comment ça s'adapte. On ne se considère pas comme des personnes exceptionnelles, comme ce qu'on était quand on avait 20 ans. À 20 ans, moi j'aime bien parce que je vois des patients, ça c'est des consultations très régulières. C'est 20 ans, je lui dis mais je ne vais pas courir 3 minutes, je faisais des marathons quand j'avais 20 ans. Oui, certes, mais c'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Quand on a 20 ans, on fait une erreur d'entraînement, et 90% du temps, ça se passe bien. On n'a rien, tout va bien. Et 10% du temps, on se blesse. Mais sauf que plus on avance en âge, plus la probabilité change. Et 90% cette fois-ci, quand tu as 50 ans, tu vas te blesser. Et 10%, peut-être que tu peux t'y échapper ou peut-être que ça va venir dans 2 ans. Donc progressivité dans tout, progressivité dans les fibres, progressivité dans le nombre de légumes qu'on va manger par jour. On fait des petites étapes simples et c'est ça qui aide. C'est de se dire que c'est vraiment de la petite régulation. J'ai envie de te dire, les choses les plus significatives de la vie se construisent par l'exécution constante de bases terriblement ennuyeuses. Mais on les rajoute. 3 minutes, on rajoute un légume, on rajoute, je sais pas, un peu plus de marche. Et déjà ça, ce qui est important, c'est de se dire que par contre, ce qui est important, c'est pas forcément dans tout ça les connaissances, mais c'est juste d'avoir la bonne information et de la créer en habitude. Et ça, c'est plus compliqué. C'est dingue la passion que tu as pour expliquer les choses un peu complexes et pour cette éducation que tu vas donner. C'est gentil. C'est cool ça. Et donc du coup, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui souhaitent effectivement des personnes qui font déjà un peu de sport, mais qui souhaitent en fait connaître c'est quoi une bonne habitude sportive? Est-ce que c'est un mélange de cardio, de force? Nous chez Lucie, on le conseille énormément, tu vois, de faire beaucoup de mix entre les deux. C'est quoi les habitudes toi que tu recommandes? Alors tu as l'optimal et tu as le réaliste. Parce qu'en fait, l'optimal, t'en bouffes pas mal comme du sport dans la semaine, si c'est vraiment de manière optimale. Moi, ce que je considère, c'est sédentarité, premier. Deuxième, c'est de l'endurance en zone 2. C'est de se dire qu'on vient travailler avec zone 2. Zone 2, ok. Là, pour qu'on rappelle un peu à tout le monde, parce que je sais qu'ils doivent certainement en entendre parler partout dans tous les podcasts, on entend zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Est-ce que tu peux un peu brièvement expliquer? Il faut que ce soit très simple. Zone 2, c'est qu'on arrive à courir, on arrive à parler, on a un peu de difficulté à finir notre phrase, mais c'est très raisonnable. On n'est pas dans une difficulté à se faire mal. On n'est pas là pour sentir qu'à la fin de la séance, on est complètement exténué. Zone 2, cette endurance qu'on appelle plutôt fondamentale, va permettre tout simplement d'avoir une meilleure récupération, de mettre un stress, mais qui est très raisonnable pour le corps et qui nous permet de bien récupérer. Ça doit être quelque chose qui est plutôt facile, qui n'a pas une grosse difficulté. Et ça, j'aime bien dire que c'est le brossage des dents du corps. C'est quelque chose qui est fait de manière régulière, douce. Le mieux, c'est 3 fois par semaine, si possible. 3 fois par semaine, zone 2. 3 fois par semaine, zone 2, c'est déjà pas mal. 30, 40 minutes, ce qu'on peut, mais c'est déjà pas mal. Viennent se rajouter ensuite... on est sur de l'optimal. On est sur de l'optimal. Les séances de musculation, donc c'est 3 séances de musculation avec, je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe, mais derrière, de progressivement, pas pour les débutants, mais ensuite d'être à N-2 de l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est quand je pousse très 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 fort et que j'arrive plus à le faire. Ça, c'est le N. N-2, c'est on descend de 2 crans. On essaie de faire un nombre de répétitions où on essaie de toucher le N-2 de l'échec musculaire. Ça commence à être compliqué, je suis désolé. Mais c'est d'être proche de l'échec musculaire, pas tout le temps, mais d'être proche de l'échec musculaire. C'est comme ça qu'on va voir, qu'on va pouvoir encore plus générer la synthèse musculaire et donc de prendre plutôt de l'hypertrophie musculaire. Ensuite, c'est de se dire qu'on fait un nombre de séries dans la semaine qui est suffisante. On dit souvent, par groupe musculaire, un nombre de séries de 12, par exemple. Il faut essayer d'être 12. Donc, ça veut dire que sur mes pectoraux, j'essaie de faire en tout, 4, 4, 4, j'ai mes 12 séries. Donc ça fait 4 séries de 8 répétitions, je dis n'importe quoi, le lundi, 4 séries de 8 répétitions le mercredi, 4 séries de 8 répétitions le vendredi. J'ai mes 12 séries en tout sur mon groupe musculaire, donc je sais que je vais prendre du volume sur ce muscle. Et après, derrière, il y a les protéines qui rentrent en compte. Les protéines, c'est de manger suffisamment de protéines, notamment tout simplement pour lutter contre cette sarcopénie qui va arriver avec l'âge.
Donc la sarcopenie, on l'a brièvement dit, mais on n'a c'est pas l'atrophie donné des muscles. Voilà. C'est l'atrophie des muscles. C'est de se dire qu'on a une atrophie au niveau musculaire. Donc pour lutter contre cette sarcopénie au niveau musculaire, 1,3, 1,6 par gramme de protéines par kilogramme de poids de corps. Voilà, ça varie. Yeah. Moi, je mise plutôt sur la basse parce que 1,3, c'est plutôt basse. Ça veut dire que c'est plutôt une personne qui va être sédentaire et ça peut monter plus en fonction des experts. Il n'y a pas de risque de monter plus, mais sur quelqu'un qui débute la musculation, 1,5, 1,6, c'est déjà super. Et encore une fois, c'est dans cette notion où en fait, plus on monte des protéines, plus c'est difficile aussi de manger nos légumes. C'est ça qui est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de volume alimentaire avec les protéines. Donc il y a tout ce mélange qui rentre un petit peu Et d'ailleurs, j'invite à chacun de compter le nombre de protéines qu'il mange, parce que c'est ultra difficile finalement d'aller chercher 1,6 par exemple grammes de protéines par kilo. C'est dur. C'est très dur. C'est très dur. C'est vraiment, il faut s'y plonger et se dire, en fait, moi par exemple, je vais séparer, je suis végétarien, mais pas pour une raison de santé, c'est plutôt pour une raison éthique, et ça je le mets un peu de côté. Mais en fait, végétarien, en fait, moi c'est simple. Mon alimentation, je mange une protéine, et ça je suis très clair, je mange une protéine par repas. Ça c'est systématiquement 30 grammes de protéines, et attention, c'est 30 grammes de protéines, c'est pas 100 grammes de poulet, c'est 30 grammes de protéines dans 100 grammes de poulet. J'ai pris le mauvais exemple parce que 100 grammes de poulet, on a à peu près 25-30 grammes de protéines, mais c'est pas du grammage de l'aliment, c'est vraiment la protéine qui est à l'intérieur. Et donc, même en étant végétarien, en fait, il faut manger matin, midi et soir des protéines, et je suis obligé de me faire une collation en plus pour atteindre mon quota de protéines dans la journée. Il faut être assez rigoureux, et moi je sais très bien que je conseille à tout le monde d'être assez rigoureux sur les protéines qu'ils peuvent manger dans la journée. Ok, trop bien. Et donc du coup, si on revient sur le sujet de une bonne combinaison, donc on était à 3 séances de course à pied, zone 2, 3 fois par semaine. Après, on se dit 3 séances à la salle de sport, où en fait, on va aller chercher par groupe musculaire. C'était 4 fois, tu m'avais dit 12 séries à peu près. Séries, ouais. 12 séries, c'est quand ça commence à être intéressant à partir de 12 séries. Ok. Et donc du coup, là, on est à 6 séances par semaine. Déjà, on est déjà à 6 séances. Déjà, on n'en peut plus. Version optimale. Hein. Version optimale. Et on rajoute, il nous manque quelque chose, du seuil, il nous rajoute du HIIT, il nous rajoute quelque chose pour stresser un peu plus son cœur, où en fait, on n'est pas en zone 2, en endurance fondamentale, mais en fait, on se retrouve en fait à faire du sport quotidiennement, et c'est difficile de gérer ses apports énergétiques parce qu'on va consommer énormément d'énergie, mais ça va être dur physiquement les zones 2. Ce qui serait bien, c'est d'en faire 2. Donc, tu vois la quantité qu'il faut pour faire tout ça. Et puis, il y a la notion de blessure qui va arriver, parce qu'en fait, on surcharge quand même pas mal. Par exemple, certains coureurs, ils vont faire de la zone 2 en endurance, en course à pied, plus en complément du seuil en course à pied. Donc derrière, en fait, c'est compliqué. Et des fois, la zone 2, même si c'est fonctionnel de faire ça en course à pied, des fois la zone 2, vaut mieux la faire sur le rameur ou la faire sur le ski erg ou d'autres appareils, parce que comme ça au moins ça sollicite un peu différemment, ça sollicite pas toujours les mêmes choses, le même genou, la même répétition, etc. Mais ce qui est compliqué, c'est de gérer tout ça, et dans toutes ces informations de manière optimale, déjà en fait on peut varier, c'est-à-dire que des moments on fait que 2 entraînements en endurance fondamentale, et on va rajouter à un moment donné un peu de seuil. Dans la semaine, ça fait 3 entraînements cardio. Et par contre, on reste rigoureux sur nos 3 séances de musculation. Et puis de temps en temps, on va se dire, en fait, là, je suis fatigué. Peut-être que je vais courir que 20 minutes en zone 2, en endurance fondamentale. Et ce sera déjà très bien. Ouais, et la base, c'est écouter son corps. Écouter son corps. Attention pour les femmes, il faut pas avoir de problème aussi, de soucis au niveau des règles, parce que là, ça veut dire que, mine de rien, il y a un risque de surentraînement. Et donc, il faut écouter son corps, il faut pouvoir réguler, il faut pouvoir se dire qu'il faut aussi des temps de repos au niveau sportif, se dire qu'on se laisse la grappe, on se lâche pendant 3 jours où on ne fait pas d'activité physique pour mieux revenir après, ça c'est important. Mais c'est vrai que c'est très difficile à jongler, et je ne vais pas te le cacher, comme un perfectionniste comme moi, j'ai du mal à faire rentrer tout ça et à essayer de réfléchir à tout ça et à essayer d'optimiser tout ça dans ma vie. Et comment on fait justement quand on se dit on a des objectifs dans la tête, qu'on aimerait faire tant de sport, etc., mais en fait on n'y arrive pas parce qu'on a un mode de vie qui est pas du tout optimisé pour. Est-ce qu'il y a des choses que... Moi, je sais que parfois, ça me stresse de me dire
là, je sais que j'ai 1 semaine, 2 semaines de travail, ça va être acharné. Et en fait, je ne pourrais pas inclure mes séances de sport. Donc, du coup, ça me stresse un petit peu. Comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de choses? C'est difficile comme. Je pense que tu es quelqu'un aussi de perfectionniste et tu te dis, en fait, si je fais pas de sport, en fait, je loupe des choses, je vais pas performer, je me sens moins bien dans mon corps, etc. Donc ça va jouer sur ma santé mentale. Je suis pareil. C'est de se dire déjà, il faut jamais se flageller. On essaie toujours d'être le meilleur dans sa situation. Toi, dans ta situation, mais t'as pas la possibilité. Par contre, tu te dis, bon, c'est comme ça va être très dur. Est-ce que je peux pas optimiser sur des petites choses? C'est ce qu'on appelle le snack exercice. En fait, le soir en rentrant, je vais me taper 10 fois les allers-retours dans mon immeuble et puis c'est le seul exercice. C'est pas grave, je me déchire sur ça. 5 minutes comme ça à monter descendre. Et bien déjà, ce snack exercice va avoir des effets très importants pour ta santé. Tu sais qu'on a ce truc chez Lucie au bureau où en fait on a le snack exercice time. Donc en gros on dit allez snack exercice et là tout le monde se met à faire des pompes, des squats, un peu de mouvement. Où en fait ça fait trop longtemps qu'on est assis, on dit ok snack exercice time et là tout le monde se lève de sa chaise et fait ses Mais ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Et j'avais vu en fait une personne qui s'appelle Dr Rhonda Patrick qui en avait discuté, qui avait donné les bienfaits justement de ça. En fait c'est juste prenez 2-3 minutes où vous allez faire de l'exercice, des squats. C'est vraiment pas compliqué quoi. C'est comme on dit les 20-80 quoi. Vous faites 20% d'efforts, vous avez 82% de bénéfices. Là, c'est exactement pareil quoi, avec ça. Ouais, exactement. Et puis en fait, tu sais, la recommandation des 30 minutes d'activité physique par jour modérée de l'OMS, en fait, tu peux te dire que ces activités, si tu fais du snack exercice quand tu n'as pas le temps, déjà 5 minutes, 5-10 minutes, ça peut compenser ces activités physiques. Donc c'est quand même malgré tout très intéressant. Et c'est de se dire, par contre, on ne se flagelle pas, on essaie d'éviter la sédentarité, mais encore une fois, la difficulté, l'état de santé, c'est sur le long terme. C'est de manière chronique. Et c'est l'exécution chronique des choses qui sont bonnes pour la santé. Si de manière aiguë, on n'a pas la possibilité de faire ça, c'est pas grave. C'est de se dire que oui, tu vas le faire bientôt, tu te bouges, mais ça va le faire. Ok, donc là, on a discuté effectivement l'activité physique avant régime alimentaire. Enfin, pas régime alimentaire d'ailleurs, mais plutôt l'alimentation de manière générale. Est-ce que maintenant, tu as des conseils sur c'est quoi la perte de poids? Comment est-ce qu'on peut l'aborder si on est en obésité ou qu'on a des kilos en trop et qu'on souhaite perdre du poids? Ça, déjà, c'est très difficile. On vit dans un monde où on a beaucoup de body positive. Et ce qui est très bien. Parce qu'en body positive, c'est quand on a un kilo en trop par rapport à ça. Non, body positive, ça veut dire que c'est le fait de montrer qu'on est bien en surpoids, et qu'on est bien avec tous les morphologies. Okay. Et c'est de se dire que, en tant que soignant, ça me met un peu en... Moi, je suis quelqu'un de pro-diversité corporelle. On a des grands, des petits, des moyens, des gros, des fins, et c'est normal, et c'est comme ça. Mais par contre, ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas confondre acceptation de soi et négation des risques sur la santé liés à un surpoids. Et que derrière, moi, je me retrouve des fois en difficulté où je dis, mais en fait... non, il y a des critères santé où en fait, à partir du moment où on dépasse un périmètre de taille au niveau du ventre, on sait qu'on a des conséquences sur la santé. Donc il faut en parler. Et c'est presque se dire que si on n'en parle pas, c'est non-assistance à personne en danger. Il faut en parler. Et c'est pas parce qu'on va se dire oui, il faut libérer, accepter le corps, qu'il faut non plus faut éliminer le fait que le surpoids, les personnes qui sont en situation d'obésité, mine de rien, c'est quand même malgré tout une bombe à retardement pour la santé. Il n'y a pas des personnes qui n'ont pas de conséquences sur le long terme. Donc c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. Je vais peut-être parler au niveau de la ceinture. Moi, je sais que j'ai quelques repères, c'est-à-dire que c'est 80 cm pour une femme. Ok, parce que toi, tu parles en termes de ceinture, ouais. Et tu parle pas en termes de kilos sur la balance. Oui, je vais pas parler en termes de kilos sur la balance parce que c'est un critère, c'est quelque chose de très intéressant. Mais sauf que le danger, le véritable danger pour le corps, c'est la graisse viscérale. On en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est celle qui se situe à l'intérieur des viscères, qui entoure ton foie, qui entoure ton pancréas, mais aussi qui entoure ton cœur. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que ça entoure tes muscles. C'est-à-dire que quand tu vas manger une viande, une bonne viande, tu vas observer que tu as des résidus graisseux au niveau de ta viande. Et c'est comme ça qu'on a le petit goût persillé, qui est quand même agréable, qui est quand même bon. Et en fait, c'est très mauvais, ça, pour le corps.
C'est très mauvais le corps. Si nous, on a ces résidus graisseux, c'est très très mauvais. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut essayer d'être la plus mauvaise viande possible. Il faut ne pas avoir de résidus graisseux au niveau des muscles, parce que ça a des conséquences. La graisse au niveau des muscles, ça a des conséquences métaboliques importantes. On oublie trop souvent ça. Il n'y a pas que le bide, il y a aussi les jambes. C'est de se dire, je parlais de quoi ? Donc là, en gros, tu disais ceinture. C'est là où il y a les mauvaises graisses. Et on sait très bien qu'à partir du moment où tu as une ceinture abdominale qui est trop importante, eh bien, globalement, tu vas avoir plus de graisse viscérale, et donc c'est la graisse qui est dangereuse. C'est celle qui vient provoquer la résistance à l'insuline, c'est celle qui vient provoquer tout simplement l'inflammation de bas grade qu'on avait parlé tout à l'heure. C'est vraiment ton corps, il est inflammé. Et là, chroniquement, c'est dangereux. Chroniquement, ça a des impacts très importants au niveau du corps et il faut s'en occuper. Moi, je vais te dire, mais c'est très compliqué de savoir qu'on a de l'inflammation chronique dans le corps. C'est très, très compliqué. Il y a quelques petits marqueurs qu'on peut avoir, mais la plupart du temps, en fait, on ne sait pas qu'on a une inflammation chronique au niveau du corps. C'est difficile. À part faire des prises de sang. À part faire des prises de sang. Et puis, il y a certains marqueurs, c'est quand même malgré tout très compliqué. C'est des sous-marqueurs de sous-marqueurs. Vous le faites bien et c'est très bien. C'est une première barrière. Mais des fois, en fait, on le remarque même pas. C'est insidieux. On n'entend pas. Et donc, cette ceinture abdominale, ça permet de savoir où on se situe. C'est à partir de 80 cm de tour de taille pour la femme et 94 pour l'homme. Attention, 80 cm de tour de taille pour la femme, je trouve que c'est quand même mais ça varie en fonction de la taille de la personne ou pas du tout ? Je vais te dire que sur ça ne varie pas. Par contre, il faut prendre des pincettes. C'est-à-dire que globalement, tu as quand même un degré. Et c'est pour ça que je précise, 80 cm de tour de taille où il faut commencer à faire un peu attention, c'est des moyennes. Il y a des femmes à 80% ou 83%, elles n'auront rien. Mais par contre, c'est quand même des moyennes qui peuvent être intéressantes. Par contre, la deuxième moyenne où il faut faire un peu plus attention, c'est 88 pour les femmes, 88 cm pour les femmes et 102 pour les hommes. Et là, par contre, ça a des vraies conséquences. Là, il y a vraiment, on sait très bien que sur ça, si c'est prolongé dans cet état-là, il y a des vraies conséquences métaboliques dans le futur. Ok, donc là, on a parlé des conséquences. On a parlé d'une manière de les mesurer. Toi, c'est quoi tes conseils sur la perte de poids ? Comment est-ce qu'on peut débuter ? Alors ça, c'est aussi des questions qui peuvent être très complexes. Je vais essayer de répondre le plus facilement possible. C'est que si toi, Max, je t'enferme dans un laboratoire et que je te dis de manger moins et bouger plus que ce que tu as dépensé en général, tu vas perdre du poids. C'est systématique. Parce qu'en fait, derrière, c'est que le fin mot de l'histoire, c'est une histoire de balance calorique. Par contre, on ne vit pas dans un laboratoire, on vit dans un monde qui est obésogène et qui nous pousse, encore une fois, à avoir plein de tentations, à faire qu'on va moins bouger dans le quotidien. Le fait d'avoir toujours des choses qui vont nous pousser à manger plus gras, plus sucré, plus salé. Un accès à cette nourriture constante. Et puis derrière, en plus, c'est encore plus complexe parce qu'il y a des relations avec l'alimentation. Il y a plein de gens... Socialement aussi. Socialement, c'est très compliqué. Ça, c'est très rigolo parce qu'il y a des personnes qui ont une contagion sociale. C'est-à-dire que si moi, je prends du poids, j'ai quelqu'un de mon entourage qui a plus de chances de prendre du poids. C'est ce qu'on appelle la contagion sociale. Parce que derrière, on vient dire, lui, c'est son poids normal. En fait, moi, j'ai le droit de me mettre, peut-être de manière plus inconsciente, j'ai le droit d'être un peu plus épais ou de suivre son alimentation. Donc ça, c'est assez dingue. C'est des études épidémiologistes qui ont démontré ça. Et je trouve ça assez captivant. Mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas la même appétence pour la nourriture. Et donc, du coup, par où commencer ? Alors, encore une fois, c'est très compliqué parce que c'est individualisé, mais derrière, il y a des algorithmes à suivre. En fait, c'est des décisions. Si la personne est en surpoids, déjà, il faut faire un audit de son alimentation. Qu'est-ce que je mange dans mon alimentation qui me pousse à manger plus que ce que je ne devrais ? Ensuite, repérer 2-3 axes. Par exemple, le fait que j'ai pas assez de volume alimentaire avec des légumes qui prennent de la place et qui prennent peu de calories. Donc, encore une fois, on peut retomber à peut-être rajouter un peu plus de légumes. Est-ce que j'ai pas trop de glucides complexes qui font que j'ai beaucoup de consommation calorique par rapport à mon apport en protéines ? Et donc, dans ce cas-là, il faut augmenter un peu les apports en protéines. Derrière, c'est assez compliqué à vraiment résumer ça parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui ont un effort de contrôle plus important à résister à la tentation. Et donc, on vient à la motivation, quoi. Oui, moi j'aime bien ce concept d'avoir l'environnement qui nous pousse à tout simplement avoir le moins possible de tentation. C'est-à-dire que j'ai le droit de manger du reblochon. Moi, je sais que j'ai un reblochon dans mon frigo. Il ne fait pas 2 jours. Je le pète en 2 secondes. Je le mange très rapidement.
Je n'y arrive pas. C'est mon aliment où je sais que j'ai besoin de consommer. Quand j'en ai un, je le consomme. Mais est-ce que je vais me dire, j'ai le reblochon dans mon frigo et tous les jours je me dis, je résiste. Ben non, pas forcément. L'objectif aussi, c'est de se dire que je n'ai pas de reblochon. Dans mon environnement à la maison, je n'ai pas de reblochon. Je peux en acheter. Je peux en avoir envie et je l'achète en bas de chez moi, mais par contre, dans mon frigo, j'en ai pas. Et c'est une grosse différence parce qu'en fait, dans mon esprit, je vais pas constamment utiliser ma volonté en disant, mon effort de contrôle en disant, je ne mangerai pas ce bout de chocolat, je ne mangerai pas ce bout de reblochon. Et trop souvent, les personnes utilisent la volonté comme un bouclier défensif pour résister à toutes les tentations qui arrivent. Si je peux faire un petit aparté, l'effort de contrôle, c'est pas simplement la nourriture. Si tu as un boulot éreintant dans ta journée, tu vas utiliser la même énergie, le même effort de contrôle, toi, dans ton environnement, qui va t'épuiser. Si tu as un collègue pénible derrière la caméra ou je sais pas quoi, qui te dérange, Louis derrière la caméra, qui te demande un effort de contrôle, de dire non ou d'avoir une posture, ben ça va te coûter en énergie. Donc tu vas puiser aussi dans cette énergie. Et au fur et à mesure de la journée, quand tu as utilisé toute ton énergie, ben, il te reste très très peu d'énergie pour dire non à une alimentation saine. Tu vas avoir une alimentation plus émotionnelle, moins pertinente. Ok, super intéressant. J'aimerais clôturer cet épisode en te demandant qu'est-ce que tu penses des régimes, qu'est-ce que tu recommandes là-dessus? En fait, je considère que les régimes qui vont être sur le court terme ne vont pas fonctionner parce que ça ne va pas puiser dans l'élément le plus important, c'est la création d'habitudes, c'est le fait d'exécuter une action régulièrement. Et cette action régulière, c'est toute sa vie. J'ai vu qu'il y avait une étude qui montrait que en fait, l'habitude, elle commence à se créer à partir de 30 jours. Donc, est-ce que tu penses qu'un régime, en fait, le minimum qu'on pourrait lui donner, c'est 30 jours? Oui, après, moi je ne suis pas non plus un aussi grand pourfendeur du mot régime, parce que moi je trouve qu'il y a des régimes, ça veut tout et rien dire maintenant, mais globalement, c'est de se dire que si on commence un régime, il ne faut juste pas se tromper sur le plan d'action. C'est de se dire que si j'ai un plan d'action, si toi demain tu vas me dire j'ai un projet, là je vais commencer quelque chose, je vais traverser l'océan Atlantique à la nage. En fait, oui, tu as ton plan. Mais s'il est mauvais depuis le début, tu sais très bien que tu ne vas pas y arriver à traverser l'océan Atlantique à la nage. Donc, potentiellement, c'est de se dire, la réflexion en amont, est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Est-ce que derrière, tu as vraiment priorisé les bonnes actions? Parce que derrière, si tu ne priorises pas les bonnes actions et que tu mets les actions qui ne sont pas importantes en premier dans ce régime, en fait, c'est déjà voué à l'échec. C'est le choix de la stratégie initiale, c'est le truc le plus important à faire. Et ça, il ne faut pas se gourer sur ça. Il ne faut vraiment pas se gourer. Donc, se renseigner, c'est très bien. Faire attention à plein d'éléments, bien évidemment, mais essayer de prioriser les actions et être sûr que cette action-là a un impact sur sa santé et sur son poids. Ok, super. Merci Jérôme. Avec grand plaisir. J'espère que vous avez aimé l'épisode avec Jérôme. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube Le Polyphénol Podcast. En attendant le prochain épisode de la semaine prochaine, je vous invite à regarder l'épisode avec Anaïs Gautron sur comment est-ce qu'une femme peut reprendre le contrôle sur l'activité physique et avoir une routine sportive adaptée à elle.